ça. Vous êtes sur Radio Pulsar 95.9 dans l'émission Poitou Pop. Pour ce mois d'août, nous faisons des émissions un petit peu spéciales puisqu'il s'agit d'émissions préenregistrées avec des interviews fleuves que nous avions collectées par-ci par-là, notamment à la fête de l'humanité de Poitiers à Billard qui a eu lieu au mois de mai, de diverses associations, collectifs, personnalités qui sont investies dans le champ associatif et militant local. Bonne écoute. Pulsar. S'il te plaît, parle pas de petites sommes, parce que ça me trouble. Ah bah dis donc, tes problèmes sont résolus. Il y a pas mal de zéros. Il y en aura d'autres parce que je m'attaque au capitalisme. Tu te prends pour Karl Marx? Non, parce que je suis pas un théoricien, moi j'agis. Mais tu vas faire ça tout seul. Ben j'en ai bien peur, oui. Les étoiles en plus. Alors, on est à la fête de l'UMA de Poitiers, donc on est avec Mathis qui représente la CIMAD. Bien le bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, pour les gens qui ne connaîtraient pas la CIMAD, c'est quoi comme organisation ? La CIMAD est une association de soutien aux personnes migrantes. C'est une association qui existe dans toute la France. On a une antenne à Poitiers et c'est une association qui date donc de la Seconde Guerre mondiale. CIMAD, ça veut dire Comité Intermouvement auprès des évacués. Et c'est-à-dire que l'association avait été créée au début pour aller en aide, faire une aide humanitaire auprès des personnes exilés, en fait, évacués de l'Alsace-Moselle lorsque l'Allemagne nazie était venue envahir la France. Donc c'est hyper vieux en fait comme association. Exactement, on est sur 86 ans aujourd'hui. Et donc depuis, on a gardé cette philosophie donc d'aider toutes les personnes exilées, déplacées, migrantes. Et on continue ce combat aujourd'hui, notamment avec la problématique de ce qu'on appelle les sans-papiers. Donc les sans-papiers, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être sans titre de séjour. Un titre de séjour en France, c'est ce qui te permet de pouvoir travailler, c'est ce qui te permet d'avoir les aides lorsque tu es en dessous d'un certain seuil de ressources, c'est ce qui te permet de facilement avoir un compte bancaire, c'est ce qui te permet de rassurer un propriétaire si tu veux louer un logement. Bref, c'est ce qui te permet de tout simplement de vivre normalement en France en fait. Donc c'est pour ça que c'est un sujet hyper important pour les personnes concernées parce que, comme ils disent, le jour où ils ont un titre de séjour, c'est ce qu'ils appellent le papier magique. Et justement, récemment, il y avait une très forte mobilisation par rapport aux travailleurs sans papier qui travaillaient pour Uber Eats. Comment est-ce que s'est passée cette mobilisation ? Est-ce que les dossiers que vous avez emmenés à la préfecture ont été reçus ? Oui, effectivement, le 22 mars 2025, on avait organisé une manifestation de soutien à un collectif de livreurs sans papier qui s'était organisé à Poitiers. Donc quand on parle de livreurs, ce sont des livreurs pour les plateformes Uber ou Deliveroo. Donc c'est un collectif de 20 livreurs à Poitiers. Il y en a une centaine dans toute la ville et donc il y en a 20 sans-papiers qui se sont mis en avant pour revendiquer leurs droits, et ce qui était assez courageux de leur part, surtout que la police est toujours là pour entre guillemets les traquer, puisque régulièrement on constate des livreurs arrêtés par la police pour des raisons de papier, une fois de plus, parce qu'ils ne sont pas censés être là, entre guillemets, même si ça fait des années qu'ils sont là. Et donc les dossiers ont été déposés le 22 mars. Il y a eu une réponse de la préfecture quelques mois plus tard, au mois de juin. Réponse extrêmement rapide qui, je pense, est liée en partie à la mobilisation et liée au fait que certains élus, notamment la maire de Poitiers, avaient envoyé un courrier au préfet pour leur demander d'apporter une réponse le plus vite possible. Et il se trouve que la réponse du préfet a été à l'image de la politique migratoire d'aujourd'hui sur les régularisations par le travail, c'est-à-dire une réponse cinglante et négative puisqu'il y a eu une seule régularisation sur les 20 livreurs. Immédiatement après cette réponse-là, on est allé sur une riposte qui a consisté à faire un recours au tribunal administratif qui a été déposé dès la fin du mois de juillet. Et c'est intéressant que tu nous parles de cette régularisation par le travail, vu que finalement on a l'impression qu'aujourd'hui si on veut être régularisé, il faut avoir un 35 heures, un CDI, alors qu'en fait la situation des personnes qui migrent vers la France, elle n'est pas aussi simple que ça.
Et exactement. La régularisation par le travail, déjà, on va rappeler une chose, c'est qu'elle n'est possible que si le préfet le veut bien. La loi n'oblige pas le préfet à le faire. Donc même si tu as un CDI, et même si tu as un 35 heures, et même si tu coches toutes les cases du parfait travailleur qui a eu la chance de pouvoir faire un CDI alors qu'il n'a pas le droit de travailler, je rappelle, parce qu'être sans papier, c'est ne pas avoir le droit de travailler. Et bien même si tu coches toutes ces cases et que tu as franchi cette étape qui est déjà monstrueuse, le préfet a le droit de ne pas te régulariser. Donc je vais rappeler ça d'abord. Et ensuite, effectivement, il faut arriver à décrocher ce CDI de 35 heures avec des bulletins de paye à ton nom, etc. etc. Et ça, c'est juste très difficile à obtenir lorsqu'on est sans papier, parce que être employeur, embaucher un sans papier, c'est un délit. Il risque de la prison. Alors dans les faits, c'est pas forcément ça qui se passe, parce que pour y aller, il faut passer par les prud'hommes, etc. Donc c'est long, c'est une longue procédure, mais sur le papier, le risque existe. Donc en fait, pour un sans-papier, trouver un métier qui lui permet d'être reconnu pour une régularisation, c'est compliqué. C'est pour ça que dans les faits, ce qui se passe, c'est que quand on est sans-papier, on travaille surtout ce qu'on appelle au black. Voilà. Et ensuite, ce qui se passe, c'est l'utilisation des papiers de quelqu'un d'autre. L'utilisation d'un titre de séjour de quelqu'un d'autre pour travailler, parce que sinon ça ne marche pas. Et comme ça, l'employeur qui t'emploie, officiellement il a employé quelqu'un d'autre, donc du coup il se mouille pas et ça facilite l'emploi des personnes sans papier de cette façon. C'est le serpent qui se mord la queue, parce qu'en fait pour être régularisé il faut avoir un travail, mais si tu es en situation irrégulière, c'est vrai que tu n'as pas forcément le droit de travailler. Exactement. C'est ça qui rend les gens fous. Ouais. Souvent sur les permis de séjour justement de personnes qui seraient dans des situations, alors je sais pas si ce serait forcément des sans-papiers, mais tu peux avoir des permis de séjour où c'est marqué ce papier ne constitue pas une autorisation de travail. Oui, alors ça c'est les fameux récépissés que tu as lorsque tu fais une demande de titre de séjour. Quand tu fais une demande de titre de séjour, tu vas avoir un récépissé donc, qui t'autorise à être sur le territoire français. C'est-à-dire que si tu as un contrôle de police et que tu lui présentes, il ne va rien te dire. Mais au-delà de cette simple acceptation de la présence, oui, souvent ces récépissés n'autorisent pas à travailler et donc alimentent cette précarité et cette vulnérabilité incroyable qu'ont ces personnes-là sans papier, même quand ils commencent à avoir un petit récépissé qui les autorise à être là le temps de l'instruction de demande de titre de séjour. Mais on le sait, est-ce qu'elles n'ont pas peur aussi de demander leur titre de séjour, vu que comme elles sont dans l'illégalité de travailler, si elles arrivent devant la préfecture et qu'elles disent je travaille, est-ce qu'elles n'ont pas peur aussi du coup de se faire choper par la préfecture en mode t'es travailleur étranger, travailleur illégal, et donc de se faire mettre dans la... Là je sais pas, je dis justement... Je te demande d'approfondir, d'avoir peur de se faire mettre en LRA ou CRA dans certains cas de figure, ou de se faire renvoyer directement chez soi. Alors, il y a toujours une peur à ce niveau-là. Après, l'État est suffisamment hypocrite pour dire et a écrit un article de loi pour dire le préfet peut, je dis bien peut donner un titre à une personne qui a travaillé en tant que sans-papier avec au moins 12 mois de travail au cours des 2 dernières années et qui a 3 ans de présence en France. Donc, en fait, à partir du moment où on décide de déposer ce dossier, on va décider de demande de titre de séjour, on va le déposer quand on sait qu'on remplit ces conditions. Et si on sait qu'on remplit ces conditions, en général, déjà, on a moins peur. Parce qu'on se dit que l'État lui-même t'incite, te propose de faire ça. Mais après, comme je disais tout à l'heure, même si tu coches toutes les cases, il y a toujours un risque de refus parce que c'est le préfet peut. Et qui dit refus dit effectivement, comme tu l'as mentionné, une possibilité d'avoir une obligation de quitter le territoire français, les fameuses OQTF, donc qui n'ont rien à voir à une quelconque décision de justice ou une question de délinquance. Donc les travailleurs qui ont les travailleurs qui ont des OQTF, on en connaît plein. Et d'ailleurs, tous les livreurs qui ont eu des refus, c'était des OQTF qui ont reçu. Il y avait, dans leur situation, il n'y avait aucune mention de quelconque délit ou quoi que ce soit. Mais ils ont tous eu des OQTF. Et effectivement, qui dit OQTF dit, comme tu dis, passage en CRA LRA. Donc CRA, centre de rétention administrative, LRA, local de rétention administrative. Donc ce sont des lieux d'enfermement administratif dédiés uniquement aux personnes sans papier. Et pour la seule raison qu'ils sont sans papier, en vue de leur expulsion.
expulsion qui ne se fait pas forcément, même après un passage en centre de rétention, ce qui montre aussi un peu l'inefficacité de la dépense publique dans ce domaine par rapport à l'objectif qui s'était donné d'être. Et sachant que à la fin on a des gens qui sont complètement brisés parce que un enfermement en CRA ou en LRA ça rend complètement fou puisque du jour au lendemain on se dit je vais être expulsé, et c'est encore plus fort que la prison, quoi. Ouais, surtout que les CRA et les RA finalement t'as pas les gens n'ont pas de droit de regard dessus, on va dire. Il y a les politiques qui peuvent, mais il y a beaucoup de CRA et de LRA qui rentrent pas, on va dire, dans les conventions, si on peut avoir des conventions pour des centres de rétention. C'est-à-dire que les gens sont isolés, sont seuls, ils ont le moyen de faire un peu de sport, mais en fait ils sont vraiment parqués jusqu'à en attente de voir si on leur donne un avion ou non, si je peux dire ça de manière un peu caricaturale. Tout à fait, et en fait on a quand même un petit regard dessus parce que chaque année il y a ce qu'on appelle le rapport rétention qui sort. Donc le rapport rétention, c'est un rapport qui est produit par les associations qui interviennent dans les centres de rétention, dont la CIMAD, et qui permet donc d'avoir au moins un petit visuel sur quand même ce qui s'y passe. Et effectivement, chaque année dans ce rapport de rétention, on relate le fait que les droits humains les plus élémentaires sont souvent bafoués. Et ça l'est d'autant plus d'ailleurs dans les locaux de rétention administrative, qui sont donc des mini-centres de rétention, dans lequel l'enfermement programmé est plus court, mais aussi dans lequel il y a pour le coup un cadre juridique quasi inexistant, et donc dans lequel il n'y a pas d'assistance juridique, il n'y a pas de médecin, il n'y a rien de tout ça. Et il a failli en avoir un mis en place chez nous dans la Vienne à Rouillé. Il s'avère que suite à de nombreuses mobilisations au sein de laquelle la CIMAD s'est beaucoup investie, ce projet aurait été abandonné selon les dires du maire de Rouillé à la fin du mois de janvier 2026. Mais ce projet n'a jamais été confirmé, l'abandon de ce projet n'a jamais été confirmé par la préfecture. Donc on est quand même encore en attente d'une confirmation officielle. Et on est très vigilant sur ça parce qu'effectivement dans la LRA, les droits sont encore moins respectés. Et moi je voulais te parler d'un truc, vu qu'on est en Europe. Donc en Europe il y a une loi qui s'appelle la loi Dublin, si je me trompe pas. Ça fait quoi d'être... Il y a un terme qui s'appelle être Dubliné. Est-ce que tu peux expliquer justement ce que c'est d'être Dubliné aujourd'hui Alors effectivement c'est le règlement Dublin. Et d'ailleurs le règlement au niveau européen, le règlement a la différence de la directive. La directive, c'est un cadre qu'on doit utiliser pour faire une loi. Après, nous, de notre côté, dans chaque pays, alors que le règlement, ça s'impose immédiatement à l'échelle européenne. Et donc, comme ça s'impose immédiatement à l'échelle européenne, le règlement du Mans, c'est la chose suivante. Une personne migrante, quand elle doit demander l'asile dans le pays européen où elle est arrivée. Où elle a posé son premier pas. Où elle a posé son premier pied, exactement. Donc, typiquement, les pays... dans lequel on va avoir tendance à renvoyer les gens pour qu'ils fassent leur demande d'asile, ça va être de l'Espagne, de l'Italie, de la Grèce, donc c'est notamment. Et on a des personnes qui arrivent en France, qui sont évidemment passées par là puisqu'ils sont arrivés par bateau. Et la première chose qu'ils essayent de faire pour obtenir un titre de séjour, c'est de demander l'asile. Donc ils vont demander l'asile en France, et là la France va leur dire non, il ne faut pas que tu fasses cette demande d'asile ici, il faut que tu fasses cette demande d'asile en Italie, en Espagne ou en Grèce. Et en fait, ça c'est terrible parce que quand on est demandeur d'asile, si la France accepte d'instruire ta demande d'asile, tu as le droit à une toute petite allocation et le droit d'être hébergé. Mais quand tu es dubliné, dans les faits, tu n'as pas le droit à tout ça. Et tu te retrouves dans cette situation où, en fait, si tu refuses d'aller en Italie et si tu refuses d'aller en Espagne, il faut que tu attendes 18 mois avant qu'on puisse, ce qu'on appelle, reclasser ta demande en procédure de demande d'asile normale, c'est-à-dire que tu puisses faire ta demande d'asile en France. Mais du coup, est-ce que cette loi Dublin... Tu as 18 mois où vraiment tu es dans le néant total, où tu as le droit de rien faire,
alors que tu es justement demandeur Oui, d'asile. on a l'impression limite que pour eux, quand on dit qu'ils n'ont rien droit à faire, on a l'impression qu'on est là, qu'on hiberne pendant 18 mois et on revient au moment de déposer le dossier. Par rapport à donc c'est une directive Dublin, c'est ça ? Et règlement Donc justement. par rapport au règlement Dublin, finalement, est-ce que ça apporte pas encore plus de tension par rapport aux questions migratoires ? Parce que je me rappelle de la Grèce qui mettait des gros barbelés au niveau de ses frontières, etc. Parce qu'en fait, ils sont en mode ouais, on est le tampon de l'Europe, etc. Et donc justement, parfois, tu as des gens qui sont dans des flux migratoires et qui vont pas forcément rester en Europe Bien sûr. du Sud et qui vont vouloir aller en Angleterre, en France, en Allemagne, etc. Est-ce que du coup, ce règlement Dublin, il n'amène pas encore plus de tension sur les questions migratoires ? Par rapport... Alors, on parlait des centres de rétention et de leur capacité à faire leur mission pour laquelle ils ont été construits, c'est-à-dire expulser les personnes. Ils sont aussi utilisés et de manière non négligeable pour faire ce qu'on appelle les transferts Dublin. Oui, on dit transfert et pas expulsion. Dans le jargon administratif, on a toujours des mots pour enjoliver. Donc pour faire les expulsions des Dublinés vers les pays d'Espagne, d'Italie, de Grèce notamment, on les met en centre de rétention. Et ce sont les expulsions qui marchent le mieux. Donc, effectivement, il y a au niveau politique, il y a la discussion, il y a du débat, il y a la tension, mais aujourd'hui, les administrations espagnoles, italiennes, grecques coopèrent pour que les personnes soient effectivement transférées. Si les transferts ne se font pas, c'est que les personnes se débrouillent à fuir et à ne pas se retrouver en rétention et à ne pas se retrouver à l'aéroport et en fait bougent de logement. Et d'ailleurs, c'est des personnes, comme vous imaginez, quand on n'a aucun droit, pas de ressources, on ne gère pas le logement. Donc à un moment donné, c'est des personnes qui n'ont aucune adresse aussi. Donc c'est aussi comme ça qu'elles arrivent à éviter d'être transférées. Mais par contre, en rétention, les transferts se font. Et donc on parlait tout à l'heure des livreurs de plateforme. Il y a certaines villes qui mettent en place des endroits où déjà ils peuvent se reposer, etc. Est-ce que la CIMAD se bat pour ce genre d'action ou c'est uniquement le côté administratif pour lequel vous êtes là ? Nous, on est uniquement là pour le côté administratif. Bien évidemment, s'il y a des avancées sur un projet de maison de coursier, on sera là pour le soutenir. C'est ce qui nous avait quand même à un moment donné fait rapprocher du syndicat Union des indépendants, le syndicat assez proche à Poitiers des livreurs, qui eux pour le coup se sont investis sur le dossier. À ce jour, il n'y a pas eu de maison de coursier à Poitiers pour plusieurs raisons, à la fois des raisons techniques, à la fois pour des raisons de logement de lieux à trouver, des raisons de responsables pour le gérer aussi à trouver. Donc il y a toutes ces questions-là qui ont été mises un peu en suspens et qui fait qu'aujourd'hui on n'en a pas. Ça manque, effectivement. Ça manque pour eux. Ça manque pour un côté matériel et pour aider ces personnes-là au quotidien pour qu'ils en aient droit pour se poser tranquille. Mais ça manque aussi pour un côté, plus humain. Mais un côté aussi pour les organisations qui le mettraient en place pour accroître un lien avec ces personnes-là, pour qu'ils soient mobilisés, pour qu'ils fassent part de leurs problématiques, etc., etc. Et parce qu'à ce jour, le seul lieu pour faire remonter leurs problématiques, c'est nos permanences avec l'Union des indépendants, et qui se fait auprès de ce public, de ce collectif de livreurs sans papier. Mais on n'est pas forcément assez proche des autres livreurs avec papier qui ont quand même des grosses problématiques de conditions de travail déplorables à cause d'Uber et Deliveroo, déplorables au point que vous avez peut-être entendu parler. Le 23 avril dernier, il y a 4 associations de Paris et de Bordeaux, dont la maison des livreurs de Paris et la maison des livreurs de Bordeaux, donc c'est pour ça que ça peut servir à ça, ces genres de maisons de livreurs, qui ont décidé de porter plainte contre Uber et Deliveroo pour traite humaine. Et c'est une première mondiale, et peut-être que cette plainte va pouvoir nous servir, nous, dans notre combat pour régulariser les livreurs, car malgré toutes les limites de la loi sur les politiques migratoires, il existe quand même une clause un peu humanitaire qui est de dire toute personne qui porte plainte pour traite humaine et qui se sépare
de la personne contre qui on porte plainte peut avoir droit à un titre de séjour d'1 an. Ok, oui, ça change tout. Et donc si on arrive à aller dans ce sens-là, nous de notre côté, on attend que la plainte soit jugée recevable par le procureur à Paris. Et après ça, on va, je pense, commencer à faire les démarches pour essayer d'aller dans ce sens-là. En tout cas, c'est une piste. Il n'y a rien d'acté, il n'y a rien de validé parce que il faut se séparer de la personne contre qui on porte plainte. Ouais. Donc c'est-à-dire que les gars doivent arrêter de travailler pour Uber. Et donc, Comme c'est un trouver moyen un de- autre métier à côté. Et voilà, donc c'est-à-dire arrêter son moyen de survie aussi. Bon, on est victime, mais c'est aussi un moyen de survie. C'est toujours la grande difficulté un pour des gens. individu dans un système capitaliste, finalement, il est obligé de jouer avec les règles du jeu, quoi. Exactement. Et c'est dingue en fait que pour avoir une régularisation d'1 an, on soit obligé de dire bah voilà, bah moi je suis traité humainement, enfin je suis comme un esclave pour Oui. mon entreprise, quoi. Oui. D'aller aussi loin pour dire bah peut-être c'est légitime finalement, peut-être finalement le mec ment pas vraiment. Exactement. Une petite question plus, je change un petit peu. Donc il y a la CIMAD à Poitiers. Il y a des collectifs qui existent ou qui existent peut-être plus ou qui ont changé de nom, je ne sais pas. Mais par exemple, il y avait un moment, il y avait un collectif DNSI. Il existe toujours. Il existe toujours, voilà. On a vu aussi, mine de rien, sur cette fête. Alors j'imagine que les actions ne sont pas les mêmes, mais est-ce que c'est juste, disons, entre guillemets, des chapelles différentes, ou est-ce que c'est vraiment que vous travaillez ensemble, c'est juste que vous n'avez pas forcément les mêmes missions, on va dire vous qui êtes plus sur l'administratif, mine de rien c'est peut-être plus par rapport aux mineurs isolés pour les accueillir dans des familles. Exactement. Et DNSI, là, pour peut-être je vois un petit peu moins bien concrètement la différence peut-être. Est-ce que tu peux peut-être Ben, clarifier? Ok. Et ben, DNSI, c'est une association qui a pour but justement de réunir toutes ces associations pour débattre de toutes les problématiques des personnes migrantes, que ce soit les problématiques purement papier qu'on va porter, mais aussi les problématiques hébergement que d'autres associations vont porter. Effectivement, où tu parlais de Mine de Rien qui s'occupe donc de l'assistance, on va dire matérielle et administrative complète des mineurs isolés, mais il y a aussi d'autres associations comme l'association Welcome qui fait de l'hébergement de personnes isolées. Il y a aussi l'association 100 pour 1 qui fait de l'hébergement de familles sans papier. Il y a aussi RESF qui fait un appui logistique, matériel à des familles. Donc on a tous des fonctions différentes, mais avec un seul but qui est le soutien aux personnes migrantes. Et DNSI est là justement pour, on va dire, faire converger toutes ces aides qui sont de nature différente, mais qui sont ciblées vers un public bien identifié, qui sont les personnes migrantes. Et c'est ça le rôle de DNSI. Et on a un peu posé cette question finalement à toutes les associations qui avaient un but social. Comment ça se passe avec la nouvelle mairie Brottier, qui est une mairie centriste pour ne pas dire de droite? Est-ce que vous l'avez rencontré? Est-ce qu'il y a déjà des discussions qui ont eu lieu pour vous présenter, etc. Eh ben, des rencontres sont prévues. Elles ne sont pas encore faites, mais elles sont prévues très prochainement au mois de mai. Est-ce qu'il y a des mobilisations aussi à venir de la CIMAD sur certaines thématiques? Alors, de DNSI, donc, dont fait partie la CIMAD et signataire, on a commencé à refaire une alerte sur la question de l'hébergement. Il y a eu une manifestation déjà le 6 mai et il y en aura d'autres à venir. Donc, des manifestations qui s'inscrivent dans le contexte où, à la fin de chaque trêve hivernale, on a ce qu'on appelle l'auberge jeunesse de Poitiers qui sert l'hiver en fait à héberger des personnes sans abri, des familles sans abri, et donc qui chaque année au 31 mars est vidée. Et donc on se retrouve avec beaucoup de personnes à la rue à partir du 31 mars et toute la saison estivale qui suit. Et est-ce que vous travaillez avec la Croix-Rouge justement par rapport à ça? Avec la Croix-Rouge fait des hébergements, c'est les liens institutionnels, est-ce qu'ils sont présents ou non? Même si la Croix-Rouge n'est pas institutionnelle, mais est devenue une grosse structure. La Croix-Rouge est une association, mais elle est quand même institutionnelle au sens où à Poitiers, elle est responsable du 115. Elle a donc une délégation de service public sur la gestion du 115 et sur la gestion de l'hébergement d'urgence. Donc, sachant qu'on est dans une logique, nous, de revendication, la Croix-Rouge, par esprit de neutralité qui fait partie de ses valeurs, n'est pas spécifiquement en lien avec nous. Eh ben écoute, merci beaucoup. Comment est-ce qu'on fait si jamais on a envie de rejoindre l'association, justement de se mobiliser? Et j'avais une ultime question. Quand on est étudiant et étranger,
et qu'on a des problèmes par rapport à ces papiers, vu que moi par exemple j'ai connu des étudiantes qui étaient sous OQTF et donc qui étaient en stress vu qu'elles habitaient à Lille et elles avaient cours à Paris vu qu'elles ne trouvaient pas de logement à Paris, de prendre le train tous les jours, d'avoir un contrôleur et tout. Est-ce qu'on peut venir vers la CIMAD pour se faire épauler ou est-ce qu'il y a d'autres organisations qui sont disponibles? Alors, la CIMAD est toujours là pour aider pour les démarches de titre de séjour dans toute la France. Sinon, pour connaître dans un point donné toutes les permanences de soutien aux personnes migrantes, je conseille le site du GISTI qui recense Gisti, ça s'écrit. GISTI, G-I-S-T-I, donc qui est aussi une association parisienne de soutien aux personnes migrantes qui recense toutes les permanences qui existent. Donc qu'elle n'hésite pas à aller sur ce site-là et ou sur le site de la CIMAD puisqu'on est quand même présent dans pas mal d'endroits et on est présent dans le Nord aussi. Eh ben écoute, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Ça peut-être donner des contacts, un site internet ou des réseaux sociaux. Alors effectivement, si vous voulez suivre donc l'actualité de la CIMAD Poitiers et notamment donc la suite de notre plus grande mobilisation du moment qui est donc le collectif de travailleurs sans papier, donc des livreurs Uber ou Deliveroo, parce qu'on aura bientôt des actualités importantes entre si on recycle la plainte contre Uber et entre le fait qu'il y aura bientôt de toute manière des manifestations pour les audiences au tribunal administratif. Il ne faut pas hésiter à aller sur notre Facebook, Facebook la CIMAD Poitiers, Instagram la CIMAD Poitiers. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi nous envoyer un mail à l'adresse poitiers@lacimad.org. Eh ben écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et bon courage, merci à vous. Bon courage dans la lutte et à bientôt. À bientôt. Plus ça. Souhaite plus, l'Église, l'allié traditionnel du capitalisme, veut museler les travailleurs. Les travailleurs seront malgré tout se faire entendre et montrer du doigt celui qui les trahit, celui qui les exploite, celui qui se fout de leur gueule. Ça ne peut plus durer. Debout les damnés de la terre. Les étoiles en plus. Et nous sommes toujours sur la fête de l'humanité de Poitiers à Billard et nous accueillons maintenant Marilus. Donc tu es de la CLCV, c'est ça, Commission Logement Cadre de Vie? Oui, tout à fait. Et par ailleurs, je suis aussi militante au Parti communiste. Et dans ce cadre, j'ai participé à un certain nombre de réunions de travail avec le Parti communiste sur le logement. Donc l'intervention effectivement qu'on a fait est issue de tous ces groupes de réflexion. D'accord. Ouais. Alors la Commission Logement Cadre de Vie, tu peux la présenter parce que c'est une institution un peu connue, pas que dans la Vienne d'ailleurs. Absolument, c'est une association nationale que l'on voit parfois intervenir sur certaines chaînes de télévision. Et il y a une association départementale dans la Vienne avec entre 40 et 50 adhérents sur le département de la Vienne. Et vous avez un rôle un peu officiel, donc vous êtes agréé peut-être dans certaines consultations publiques, c'est ça? Tout à fait. Nous faisons partie des 5 associations nationales qui sont consultées par le ministère du Logement. Et ça nous permet aussi de bénéficier des services de juristes au niveau national. Mais ça permet surtout de mobiliser des locataires, voire des propriétaires, parce que ce n'est pas réservé aux locataires, sur toutes les questions de logement, principalement dans la Vienne, mais aussi de consommation et de cadre de vie. Oui, parce qu'en fait, votre rôle, c'est de défendre un petit peu les personnes logées, on va dire, parce que ça peut être des fois des propriétaires occupants, c'est ça? Voilà. Absolument. Ouais. Et c'est quoi? C'est par rapport à des questions d'insalubrité, des questions de Alors, ça peut être par exemple prix, peut-être aussi, de loyer, des choses comme ça? Oui, tout à fait. Ça peut être des questions effectivement d'insalubrité, de loyer. Ça peut être aussi des questions sur un état des lieux qu'on n'a pas envie forcément de faire seul, ou une caution qu'on n'arrive pas à récupérer, ou des relations avec son propriétaire qui sont parfois difficiles, ou des questions de copropriété aussi, de gestion de copropriété. Et c'est vrai que l'association nationale nous permet d'avoir une information sur ces différents aspects, parce qu'en tant que militant, on n'a pas forcément connaissance de tous les domaines. Et là justement, il y a eu un rassemblement par des locataires d'Equidom par rapport à la manière dont leur logement était, la maladie même, je me rappelle il s'appelait comment
Je me rappelle plus du porte-parole de ce mouvement-là qui disait que sa fille était devenue asthmatique. Moussa. C'est ça exactement, qui disait que sa fille était devenue asthmatique, qu'il avait été reçu par la mère, mais que la mère lui disait ah bah non, bah, je peux pas faire grand-chose, mais je peux vous soutenir un peu. Justement, quels sont les poids politiques qui peuvent faire quelque chose pour le logement social à Poitiers, entre autres? Alors, ce qu'on peut dire effectivement, c'est que Equidom gère à peu près 67% des logements sociaux sur le département de la Vienne. Ça veut dire qu'il y a d'autres bailleurs sociaux qu'Equidom. Mais sur Poitiers et Grand Poitiers, ça reste le bailleur principal. Dépendant de Grand Poitiers, ça veut dire que, sachant que c'est un office public HLM, il est géré par un conseil d'administration dont le président ou la présidente est membre, est conseillère communautaire de Grand Poitiers. Donc effectivement, il s'agit d'une instance politique. Et dans ce conseil d'administration, il y a 4 représentants de locataires, 4 sur 23, ce qui est relativement peu et insuffisant. Et ces 4 représentants de locataires sont élus par les locataires qui veulent bien voter. Et c'est aussi une élection où il y a très peu d'électeurs, alors que toute personne ayant signé un bail, française, européenne ou d'origine étrangère, peut participer à ces élections. J'en profite pour dire que les prochaines élections auront lieu entre novembre et décembre 2026. Ça se passe comment, ces élections ? Ces élections, elles se passent, chaque signataire d'un bail reçoit des propositions des associations qui se présentent, et ce sont des locataires qui se présentent sur ces listes. Donc actuellement, il y a 4 représentants des locataires au conseil d'administration d'Equidom. Alors sachant que là, on est sur une phase transitoire, puisque le conseil d'administration d'installation n'a pas encore eu lieu suite aux élections municipales. Pour revenir à ce que vous disiez effectivement sur Equidom et la gestion des problématiques, je pense qu'il est important de rappeler qu'il y a eu aussi l'incidence d'une politique nationale sur le logement qui a entraîné de graves difficultés pour tous les bailleurs sociaux. Et c'est vrai qu'en tant qu'association de locataires, nous on tient à défendre le logement social. Pas forcément Equidom, mais le logement social. Et ça, faut pas qu'on l'oublie, parce que tuer Equidom ou tuer les bailleurs sociaux, que vont devenir les locataires qui ne pourront pas se loger ailleurs? Donc nous, on reste très vigilants pour défendre le logement social. Par contre, cette politique nationale du logement, elle a entraîné des baisses très conséquentes sur le budget des bailleurs sociaux au niveau local. Et lorsqu'on a un patrimoine vieillissant comme Equidom, ça voudrait dire qu'il faudrait dépenser beaucoup plus d'argent que ce qu'il n'en dépense sur l'entretien des logements, ce qui n'a pas été fait depuis des années, et ce qui entraîne toutes les difficultés qu'on est en train de voir actuellement. Mais justement, j'arrête pas de dire justement, pardon, de temps en temps je fais des petites introspections sur mes tics de langage. On a l'impression qu'en fait, les différentes institutions économiques, enfin ceux qui donnent l'argent aux bailleurs sociaux et pour rénover, en fait, ils ont toujours peur de rénover et de dépenser un peu. Et ils attendent en fait que le truc dépérisse totalement pour dire maintenant on détruit tout et on reconstruit. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question si au niveau national, il n'y a pas une réelle volonté de casser le logement social, puisque on voit que dans certains départements, ce qui n'est pas encore le cas du nôtre, mais le bailleur est en telle difficulté qu'il est mis sous curatelle, voire racheté par des sociétés privées. Donc on peut effectivement se poser la question de la casse du logement social. Et cette politique de casse du logement social, elle a été mise en place par qui et quand, en fait? Est-ce que vous sauriez la dater? Il y a eu un âge d'or du logement social. Oui, enfin, il commence à remonter un peu maintenant. Mais... Il remonte maintenant. Ce qu'on peut dire, c'est que je crois que c'est très insidieux, comme un tas d'autres choses, je pense, dans notre société capitaliste. On peut, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'arrivée de Macron, sa première opération, c'était de baisser de 5 € l'APL pour tous les locataires. Je pense que ça, c'est quand même, me semble-t-il, un premier signe de la considération qu'on porte à l'égard des locataires dans le logement social. Oui, et d'ailleurs même au-delà de la considération que ça peut, enfin du côté on va dire un peu antisocial la mesure par rapport aux locataires,
Moi, j'avais eu des échos justement parce que dans les bailleurs sociaux, tu disais, et c'est un peu ça fait un peu écho à ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, finalement, vous défendez aussi le logement social, donc vous n'êtes pas forcément dans une confrontation, on va dire, le locataire contre le bailleur, dans le sens où le bailleur, c'est un outil en fait qu'on souhaite garder. Tout à fait. Et je me souviens justement, dans l'autre sens, donc j'étais au congrès d'une organisation que je ne citerai pas pour ne pas faire de concurrence de guerre de chapelle, mais où donc c'était des gens plutôt de gauche et d'accord avec les idées politiques que tu portes aussi, qui étaient du coup en tant que militants ou militantes aussi impliqués en fait en tant que bailleur, il devait être dans le comité d'administration des bailleurs sociaux, et justement quand il y a eu cette mesure de la baisse des 5 euros d'APL, certains bailleurs sociaux, pas tous, mais certains ont pris un peu le choix politique de pas la répercuter, ou même pas forcément pas la répercuter, ou la compenser justement auprès de leurs locataires, ce qui pour pas qu'ils soient atteints socialement, mais du coup ça les a mis en difficulté en tant que bailleurs sociaux sur les travaux d'entretien et sur ou l'investissement qu'ils pouvaient avoir à faire. Voilà, c'est ça. Entre autres. Ouais. Tout à fait. Et là, il y a un nouveau budget qui a été voté par la mairie, donc rappelons-le, Equidom donc n'est pas indépendant. Il y a une ligne politique qui est mise en place par Grand Poitiers. Oui. Et donc Grand Poitiers a alloué une baisse de subvention pour pas mal d'associations, mais ça compte aussi pour les bailleurs sociaux. Comment est-ce que tu sens toi la politique de Brottier au bout de là il est là depuis pas très longtemps, oui, mais alors, c'est du Macron en puissance, comment est-ce que tu sens la politique de Brottier par rapport aux logements sociaux? Alors moi je vais pas me permettre de donner un avis immédiat puisqu'il arrive. Moi j'ai envie de leur laisser un peu de temps. Ceci étant, je pense qu'il y a déjà des choses qui se dessinent. À savoir les personnes qui vont faire partie de ce conseil d'administration. Donc il n'est pas encore institué, donc il faut qu'on voit de quoi il s'agit. Mais pour avoir participé au conseil d'administration d'un bailleur avant qu'il fusionne, autour de la table, je pense qu'il serait intéressant de voir ce que représente la part du logement dans les revenus de chacun. Et avec la baisse des revenus des personnes les plus en précarité, le logement représente une part de plus en plus importante qui amène aussi à des impayés de loyer et qui met aussi en difficulté le bailleur social. Et ce que je regrette beaucoup dans le mouvement qui a été porté notamment par les maisons de quartier, qui a beaucoup mobilisé les locataires, et je pense qu'il faut soutenir ce qui a commencé à se faire, c'est qu'on oublie parfois de dire d'où viennent ces difficultés du bailleur social. Et pour ne pas citer un autre exemple, donc il y a la part du logement qui est représentée dans le revenu de chacun, mais il y a aussi par exemple les moyens qu'on leur donne, c'est-à-dire l'agent le plus en proximité des locataires, pour parler que du bailleur social, c'est ce qu'on appelle le chargé de secteur. Il a plus de 800 logements à gérer. Comment un chargé de secteur, tout chargé de secteur qui soit aussi parfait qu'il puisse l'être, peut gérer en proximité 800 logements? C'est impossible. Donc on peut casser les choses, mais je pense qu'il faut rappeler, me semble-t-il, pourquoi on en arrive là et qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses soient dépassées. Parce que malgré tout ce que pourra faire Grand Poitiers, tant que la politique du logement national ne sera pas prise en compte, je pense qu'on n'aura pas les moyens de permettre de vivre. Quand on aura sorti finalement le marché social de la marchandisation du logement. Absolument, absolument. Et, alors justement, tu parles un peu de... On a parlé pas mal de choses, on va dire, nationales. Et on sait que le logement, c'est quelque chose qui est très disparate déjà d'un département à un autre, mais aussi même, je pense que c'est pas la même problématique de logement entre Poitiers et par exemple Beaumont-Saint-Cyr et entre Beaumont-Saint-Cyr et des communes beaucoup plus rurales, quoi, par Absolument. Moi j'avais écho par exemple qu'il y a un gros déficit de logements, alors pas forcément sociaux mais déjà locatifs, dans certaines zones rurales, en tout cas dans le département. Tout à fait. Et où même je voyais, disons de par mon travail, je voyais en fait des projets, disons, de privés qui se mettaient à racheter tout un tas de bâtiments, à faire des logements locatifs. Je me disais, ils planent ou quoi ces gens-là? C'est ça. Et en fait, apparemment, non, parce qu'ils avaient une grosse demande, y compris sur des zones qui sont par exemple à 40 km, 50 km de Poitiers. Donc, oui, c'est vrai. Alors, effectivement, c'est lié quand même aussi à ce que je disais, parce que sans vouloir me répéter, c'est que les constructions qui sont faites par les bailleurs sociaux actuellement sont faites avec des matières qui ont augmenté, des baisses d'aide nationale, ce qui veut dire que le loyer qui est proposé dans des logements neufs du bailleur social actuellement est beaucoup plus cher
que ce qu'il a pu l'être il y a quelques années. Donc les locataires qui vont avoir accès au dernier logement construit par le bailleur social sont plutôt des locataires, j'ai envie de dire, de classe moyenne, basse, et pas des gens en situation de précarité. Donc on a actuellement des gens qui peuvent avoir accès au logement privé plus facilement qu'au logement social, qui ne reste plus toujours accessible. Alors, est-ce que cette volonté de tuer parce qu'on parlait un peu d'une volonté de tuer le logement social, c'est comme pour la Sécu, ça se fait petit à petit. Hein, c'est pas, on dit pas, tiens, on privatise tout d'un coup. Ça se fait petit à petit. Alors, il y a plusieurs choses. Alors, il y avait un truc, c'était un peu anecdotique, c'était un député LR. J'ai mangé son nom, peut-être on le retrouvera dans l'interview, mais qui en fait proposait qui voulait proposer que les locataires de logements sociaux passaient, je sais pas, 10 ans ou 20 ans, ils devenaient propriétaires de leur logement. Ça, c'est peut-être un peu anecdotique, mais est-ce que de manière générale, est-ce que c'est pas aussi qu'on veut casser même le logement locatif, dans le sens où il y a un petit peu un idéal, on va dire, de la droite et voire même de l'extrême droite aussi, à dire tout le monde doit accéder à la propriété privée de son logement. Il y a même ce débat à gauche finalement. À la fin, la liberté individuelle viendrait du fait que tu as ton propre logement, ta propre propriété. Il y a aussi ce débat-là à gauche. C'est quoi ta vision de la situation? Alors, je pense que là on touche, me semble-t-il, à quelque chose de très politique qui pour moi est la différence entre la propriété d'usage et la propriété lucrative. Merci. Et je pense que pour moi le logement doit rester une propriété d'usage et pas une propriété lucrative. Mais de fait, on sait qu'à gauche, ça aussi, c'est quelque chose qui peut nous diviser. Pardon. J'ai oublié ma question. Oui, François Blanchard, lors de l'élection municipale, donc qui était candidat socialiste, il parlait de mixité sociale même dans les logements sociaux. Toi, ça n'existe absolument plus, la mixité sociale. Pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est parce que... alors, il y a deux choses, me semble-t-il. Il y a par la construction des logements où les loyers sont beaucoup plus chers, qui font que les gens ne peuvent pas y accéder. Et donc on est dans l'ancien patrimoine qui reste accessible aux personnes les plus précarisées. Et l'autre élément, c'est que la grille d'attribution des logements chez le bailleur social est une grille maintenant à points qui est complètement anonymée et qui est une grille nationale et qui ne permet absolument plus, même si les dossiers passent en ce qu'on appelle en commission d'attribution, qui ne permet absolument plus de veiller à la proximité sociale. Il y a 15 ou 20 ans, on se disait attention, dans ce bâtiment, peut-être que ce serait bien de ne pas mettre cette famille qui a, je dis n'importe quoi, 5 et 8 enfants, parce que là il y a déjà beaucoup d'enfants dans cette tour, etc. On est incapable maintenant, avec la grille telle qu'elle est proposée, de pouvoir faire cet ajustement-là. Et il ne s'agit que de nombre de points, c'est-à-dire combien j'ai d'enfants, est-ce que je suis seule, est-ce que j'ai un revenu supérieur à, etc. Et c'est une grille qui est complètement anonymée, sous prétexte que tout le monde y a accès, mais ça entraîne une non-mixité sociale. J'ai regardé un documentaire récemment de Cache Investigation d'Élise Lucet qui parlait du logement social et également des frais dans les logements sociaux par rapport à l'entretien, on va dire, des jardins, etc. Et en fait, a montré qu'il y avait pas plein de bailleurs sociaux qui surfacturaient ça auprès de leurs locataires, alors qu'en fait, il n'y avait pas autant en entretien que ce qui était facturé. Donc il y a aussi un engrossement, on va dire, de la part de rentiers des bailleurs sociaux envers les locataires pour leur faire payer des choses finalement qu'ils ne payent même pas. Alors là, j'ajouterais peut-être un bémol, c'est que justement, par la présence des associations de locataires, les associations de locataires ont la possibilité de vérifier les charges récupérables qui sont imposées aux locataires. Et ça, elles le font à la demande des locataires ou même de leur propre initiative. Et les bailleurs sociaux ne peuvent pas forcément faire n'importe quoi. Par contre, de par les économies qu'ils ont souhaité faire, ils ont externalisé tous leurs services. Et l'externalisation des services entraîne la mise en place d'appels d'offres et réponses d'entreprises privées pour assurer le travail qui avant était fait par des salariés des bailleurs sociaux. Et là, par contre, on voit bien que cette mise en concurrence d'entreprises peut entraîner des coûts supplémentaires par rapport aux services qui sont rendus et surtout éloigne les locataires des agents qui assurent ces services et complexifie aussi les contacts à prendre par les locataires
qui ne prennent pas contact avec des salariés du bailleur social, mais avec des entreprises extérieures, en passant par des plateformes qui peuvent être en France ou pas. Ouais, finalement, on y revient un peu, la côté de la privatisation qui rentre, C'est ça. qui rentre dans le public, surtout que justement, C'est pour ça. revenir sur ce documentaire et un peu plus fournir ce que j'avais vu, c'est aussi le truc de la comment appeler ça, du dossier Bayon, c'est-à-dire qu'en fait il y a certains locataires, ils vont dire ok, peut-être on a un peu abusé, on vous a un peu surfacturé sur vos loyers, mais vous on vous dit oui, mais par contre les autres plus tard, faut pas qu'ils croient qu'on va les rembourser. Ça y est, on a fait 2-3 Oui, actes alors, de ça peut gentillesse arriver. et Ça peut après arriver. ils vont rien faire. Ça Donc peut c'est là arriver. aussi, c'est important justement d'avoir des associations de locataires qui sont présentes pour pouvoir pour pouvoir faire valoir ses droits. Et puis vérifier les factures des charges récupérables, puisque la loi le permet. Et donc justement, s'il y a des gens qui veulent intégrer ton association, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut se mobiliser? Est-ce qu'on est obligé d'être locataire social? Non, pas du tout. Non, dans notre association, il y a à la fois des propriétaires et des locataires. Oui, parce que même vous intervenez des fois sur des dossiers, parce qu'il y a pas mal de... Je sais qu'il y a toutes les réglementations sur la remise aux normes des logements d'un point de vue thermique, des choses comme ça. Et je sais que là-dessus, vous avez été consulté par les ministères Oui, tout à fait. du logement, de l'environnement aussi, dans des commissions avec des... Voilà, pour les politiques de... Donc ça concerne plutôt des propriétaires pour le coup. Absolument. Voilà. Mais à la fois, on a été consulté là il n'y a pas très longtemps pour plusieurs propriétaires dans une copropriété qui avaient des difficultés avec leur syndic, par exemple. Ouais. Et Poitiers est une ville extrêmement étudiante. Il y a des difficultés au niveau des étudiants pour se loger. Alors moi, je me rappelle du débat organisé par Méridio autour du logement, etc. Et en fait, on avait un propriétaire, donc c'était en dehors des logements sociaux là. Enfin, il ne parlait pas que des logements sociaux, mais il y avait un propriétaire qui disait « Oui, mais ça coûte cher de rénover nos logements. » Et en fait, moi, ça me fait toujours un peu rigoler, justement, les propriétaires qui pleurent par rapport aux multiples propriétés, comment est-ce que ça leur coûterait cher de les rénover. Mais en fait, les étudiants, derrière, ils se retrouvent avec des logements extrêmement précaires. C'est ça. Il y a une tension totale sur Poitiers au niveau du logement. Alors, concernant le logement étudiant, c'est ce qu'on a évoqué effectivement hier soir au niveau du meeting. Il y a 3000 logements proposés par le Crous sur Poitiers pour 27 000 étudiants. Bon, ça donne un petit peu les réalités. Et bien sûr, les logements privés sont plus chers, ce qui va aussi entraîner une précarité des étudiants, avec des logements souvent insalubres. Ça veut dire aussi que ça amène cette précarité des étudiants à travailler, donc on sait à avoir moins de possibilités pour pouvoir suivre leur cursus de formation. Et on pourrait aussi ajouter la situation des étudiants étrangers qui voient l'augmentation de leurs frais d'inscription à l'université et la suppression du droit à l'APL. Donc effectivement, et puis dans le même temps, on a vu aussi des cités locatives proposées par le Crous qui ont changé leur réglementation, notamment en limitant le nombre de visites. Ça veut dire aussi qu'on limite la vie sociale des étudiants. Et on a vu aussi des campus privés avec conciergerie qui ont vu le jour, notamment aussi sur Poitiers, et ce qui peut entraîner certains étudiants à faire des prêts pour assurer leur logement, ne serait-ce que pour les assurer. Et rien que le Crous, par exemple, on voit, ils font payer 250 € pour 9 mètres carrés, rien que le prix, là, avec des gens qui peuvent rentrer, parfois t'as pas l'eau chaude, etc. En fait, on se fout un peu de la gueule des étudiants, vu qu'on est parti du principe que dans tous les cas, ils étaient obligés d'étudier. En plus de ça, la tension du logement, je pense qu'elle a aussi un rapport avec les transports en commun. Bien sûr. Vu que quelqu'un qui est étudiant, qui n'a pas de voiture, moi par exemple, j'ai pas de voiture, si d'un coup j'ai envie de sortir, moi j'habite dans le centre, si j'ai envie de sortir du centre, va falloir que je regarde en fonction des lignes de bus, etc. Donc ça met aussi des tensions par quartier en fonction des transports. Tout à fait. Mais ça d'ailleurs c'est un choix politique parce que alors de dire de ne pas faire autant de logements sociaux, y compris alors logement, je sais pas, le Crous c'est pas vraiment un logement social, mais c'est pas dans la définition. Ouais. Voilà. Un logement social d'ailleurs, un étudiant peut demander d'être dans un logement social. Pas social, mais plutôt un logement social ou socialisé, on va dire ça comme ça. En fait c'est vraiment un choix politique parce qu'en fait on a parlé quand même des difficultés des bailleurs, mais malgré tout un bailleur est censé quand même avoir un budget à l'équilibre. Donc de cette manière, construire un logement social, donc ensuite le faire amortir par les loyers, entre guillemets, c'est rentable, y compris si c'est une structure publique qui le porte. Donc le fait de laisser des promoteurs faire ça, c'est un choix politique pour permettre à des gens de se faire de la thune, en gros, alors que si la collectivité prenait à bras le corps, il faudrait peut-être une mise de départ pour pouvoir faire plein de logements, mais en fait on pourrait, c'est un choix politique. En 3 générations, on pourrait avoir 100% de logements sociaux à Poitiers. Hein, ça fait... Complètement. Et limiter les logements insalubres qui sont à disposition actuellement, ça c'est sûr.
Et aujourd'hui à Poitiers, pour avoir un logement social, c'est quel délai à peu près d'attente? Alors entre 12 et 18 mois d'attente actuellement. Ce qui est énorme, parce que oui. quand on demande un logement social, c'est souvent qu'on est, Absolument. on est complètement précaire, et donc là on est obligé d'attendre en plus d'avoir un logement qui parfois en plus ça est insalubre. Donc par moment on se demanderait même si ça serait pas mieux d'aller dans un lieu 9 mètres carrés à 400 €, mais au moins d'être bien isolé quoi. Du coup c'est ce que font un certain nombre de personnes. Et donc quand on est étudiant, on peut avoir accès aux logements sociaux. C'est aussi Tout un à truc fait. qui est méconnu, mais en fait il y a une telle tension que est-ce que les étudiants peuvent se demander si même ils seront acceptés finalement dans ces logements sociaux? Alors c'est vrai, Equidom par exemple sur son parc réserve un peu plus de 300 logements pour les étudiants. Ça veut dire que ces logements-là, ils ne sont pas affectés à d'autres locataires, ils peuvent être réservés aux étudiants. Ça avait été effectivement un choix il y a quelques années. Et il y avait cette question aussi du logement social qui est censé être un logement temporaire dans l'idée Du parcours. Dans l'idée du parcours, c'est-à-dire qu'on se sert du logement social pour rebondir justement, d'avoir un loyer moins cher. Aujourd'hui en fait on a l'impression que les gens justement vivent 40 ans dans un logement social parce qu'ils n'ont pas les moyens d'en sortir. C'est ça, absolument. Le parcours est terminé. Enfin, on parlait d'un parcours social du logement, ça n'existe plus. Oui, mais justement, le logement social, quand on en parle, à chaque fois, on prend un truc un peu négatif. C'est pour les pauvres. Et en plus, c'est une population aussi avec des gens, quand même, des cas sociaux. Méchants étrangers là qui nous volent nos logements sociaux. Des incapables qui n'ont pas réussi dans leur vie. Non, mais non, je suis un peu cynique. Mais c'est la droite, quoi, dans la vision de la droite. Mais justement, est-ce qu'il ne faut pas justement réhabiliter ça, mais pas forcément, quand je dis réhabiliter de façon en donner faire envie, quoi. Donner, Alors vous avez tout à fait raison. Je rebondis un peu sur ce que dit Gamin, c'est que moi je vais citer. Allez, on va parler de soi. Non mais par exemple, ma mère vit depuis 40 ans dans un logement social. En fait, elle est très bien. Et moi, je garde de très bons souvenirs d'avoir grandi là-dedans. Et je vois pas le côté, toi. Mais c'est important de le redire, ça. C'est important de le redire, et je vais peut-être illustrer juste par un exemple là où il y a un groupement de locataires qui vient de se créer. Sur une cité de 3 logements collectifs, ça doit faire entre 70 et 80 logements. Et il y a 4 ou 5 locataires qui se sont mobilisés pour des difficultés très importantes de maintien, d'insalubrité dans leur logement. Et suite à ça, ils ont fait du porte-à-porte pour faire la liste de tout ce qui n'allait pas bien. Et du coup, ils ont appris à se connaître les uns les autres, et ils en sont au bout de 6 mois à organiser la fête des voisins. Et ils se rendent compte au bout de 6 mois, parce qu'ils se sont causés et qu'ils ont repéré ce qui pouvait avancer, parce que du fait qu'ils sont au groupement de locataires, ils peuvent interpeller directement le bailleur par le soutien de l'association. En dehors de la fête du voisin qu'ils organisent, quand ils mettent une affiche en signant le groupement des locataires, cette affiche, elle est toujours respectée. Et en fait, le local à poubelle est vachement plus propre maintenant. Et il se rend compte que ça a créé aussi une vie sociale au niveau du... Et quelques-uns, au bout de 6 mois simplement, disaient « Mais nous, on est bien dans notre logement. On n'a pas envie d'en partir, mais on veut qu'il soit entretenu par le bailleur. » Et donc, je pense aussi que si les moyens sont donnés, si les moyens politiques, si les orientations politiques permettent que les moyens soient donnés, il peut y avoir une vraie vie sociale dans un logement social, et on n'aura pas forcément envie d'en partir. Et si on fait ça partout, et à la fin ça s'appelle le communisme. C'est ça ? On est d'accord. Écoute, merci beaucoup d'avoir répondu au micro de Poitou Presse. Où est-ce qu'on peut retrouver l'association et l'actualité des luttes que vous menez ? Alors, on peut le retrouver au niveau national, qui donnera les coordonnées au niveau local. Je peux juste donner, si vous voulez, le mail au niveau local, donc poitiers@clcv.org. Et on vous transmettra toutes les informations nécessaires. Merci beaucoup en tout cas. Non, c'est de plus en plus catastrophique, le groupe va s'écrouler. On peut quand même pas être les complices d'un suicide. Benoît le pape. Les travailleurs ne laisseront pas saboter le formidable outil qu'ils ont contribué à forger. Indignés par ton attitude, ils décident de gérer eux-mêmes le groupe. Vive l'autogestion! Vive l'autogestion! Ah, tout de même. Les étoiles en plus. Voilà, c'est la fin de l'émission. Nous sommes sur Radio Pulsar 95.9. C'était l'émission Poitou Pop. Pour ce mois d'août, nous diffusions des interviews de diverses personnalités ou collectifs locaux investis à Poitiers, que nous avions enregistrés notamment à la Fête de l'Humanité de Poitiers à Billard. Retrouvez-nous la semaine prochaine sur la même heure, à 19h le jeudi, pour d'autres interviews du même type.
Pulsar.